Et nous recevons ce matin un des meilleurs connaisseurs en France des virus. Bonjour, professeur Sicard. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous êtes aussi ancien président du Comité national d'éthique, professeur de médecine, médaillé d'or de l'Académie de médecine. Depuis 2020, professeur Sicard, aux États-Unis, Omicron, le mutant qui n'était pas présent en novembre, représente maintenant 73% des contaminations. À New York, c'est 90%, nous dit-on. Ça va très vite. Faut-il en avoir peur? Sommes-nous suffisamment armés? Le gouvernement fait-il ce qu'il faut pour nous protéger et pour l'affronter? Le vaccin des enfants, la priorisation des patients vaccinés sur les autres, les traitements sont toutes les questions que j'ai envie de vous poser ce matin. Mais d'abord celle-là, Omicron est-il un virus plus dangereux que ceux qu'on a connus depuis le début de l'épidémie? Dangereux, pas forcément au sens médical du terme, dangereux en sens de la contamination. C'est-à-dire que c'est un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire que si on prenait le premier virus de première vague, on lui donnerait 1. Le Delta, on lui donnerait 3. Et le Omicron, on lui donnerait 10. En termes de contamination? En termes de contamination. 1 à 10, par rapport au tout début. Oui. Donc ça veut dire que dans une assemblée de personnes, il y a 2 ans, il y avait une personne qui contaminait une personne. Maintenant, vous avez 10 personnes dans un lieu, une personne arrive, absolument sans le moindre symptôme dans 70% des cas, même pas le nez qui coule, même pas un peu de fièvre, rien. Donc elle est absolument en pleine forme, elle va contaminer 10 personnes. Et donc le problème, c'est que cette évidence de capacité de contamination est au-delà de l'entendement. Parce qu'on se dit, mais c'est 10 personnes, c'est ma famille, ils sont tous... Il y a les petits-enfants qui sont là, on est en pleine forme, on n'a aucun risque, on a été vacciné. Mais oui, mais la vaccination, elle empêche de mourir. Elle n'empêche pas d'être contaminé. Donc c'est pour ça que la capacité d'entendement des citoyens devient extrêmement difficile, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Moi, j'ai été vacciné... On était tous en famille, on était tous vaccinés, on avait 1 ou 2, certains même 3, et on est quand même contaminé. Le virus est capable de... Avant que le système immunitaire se mette en marche, le virus il s'installe dans le nez, et il faut quelques jours avant d'être neutralisé. Mais il va contaminer des gens non vaccinés, et à mon avis, le prix à payer par les non vaccinés, actuellement, dans les prochaines semaines, va être très lourd. Et ce n'est pas un problème politique, c'est un problème simplement médical. Parce que, alors, il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. Et vous nous direz tout à l'heure ce qu'il faut qu'on fasse à Noël compte tenu de ça, puisque vous avez déjà évoqué les fêtes de famille. Mais ça veut dire que les non-vaccinés, le message que vous donnez ce matin, vous les non-vaccinés ce matin... courent actuellement un danger de mort. Parce que il est peut-être, on ne sait pas encore, un peu moins grave, mais enfin, il tue quand même déjà. On le sait, en Angleterre, il a déjà pas mal tué de gens. Et ce n'est pas un problème de liberté, c'est un problème de santé évident pour chacun, et que pas forcément les enfants qui sont relativement protégés, mais les adultes et surtout ceux qui sont un petit peu des facteurs de risque, c'est pas parce qu'ils auront traficoté un passe vaccinal en disant je passe à travers les gouttes. Eux, à cause de cette extraordinaire capacité d'infection de l'ensemble des gens dans un café, dans un restaurant, chez soi, à Noël, fait que les non-vaccinés, eux, vont se retrouver vierges de tout, et ils vont se retrouver dans la position de mars 2020, c'est-à-dire des gens qui vont mourir à 40 ans, 50 ans. C'est passionnant. Enfin, ça fait dresser un peu les poils quand même, tellement vous êtes alarmiste pour les non-vaccinés. Mais ça veut dire que ceux qui ont échappé à la maladie jusque-là, ils sont extraordinairement plus exposés qu'au début de l'épidémie. Ils peuvent se dire, j'y ai échappé, parce je vais qu'ils prennent le modèle, je n'ai pas de relation. Par exemple, il y en a qui disent, je n'ai pas de relation sociale. Ils prennent le modèle mars 2020. Et alors que c'est fini ce modèle mars 2020. Actuellement, quand ça a décuplé. Donc le changement... De 1 à 10, vous disiez. Et donc, il suffit que 5 personnes dans un petit café fumant, parce que la cigarette, elle porte le virus, ils sont tous ensemble, ils retirent le masque, on ne peut pas fumer, boire un café en même temps. Donc, ils se disent, mais nous, on est entre copains, on est en pleine forme, et ils vont ressortir tous les 5. Le nombre... Je discutais hier avec une femme qui fait du cinéma,
et il me disait que dans une salle où il faisait le montage, ils étaient 8. Il y en avait une qui est arrivée, qui n'avait pas le moindre symptôme. Les 8 ont été contaminés. Ça n'existait pas en mars 2020. Donc on ne peut pas passer à travers les gouttes. Non, parce que alors il faut vivre, il faut partir sur une île déserte où on est tout seul, on n'a pas de relation, on fait son pain tout seul, mais l'idée même qu'on puisse s'isoler n'a pas de sens. Quand on rentre dans un endroit où alors on vit comme un ermite dans la forêt, on voit personne. Mais l'idée qu'on peut échapper à la contamination sous prétexte qu'on est très prudent, devient un mythe. Devient le problème, irréaliste. C'est pas de diaboliser ceux qui sont contre le vaccin, c'est de leur dire que le virus il est plus intelligent que leur capacité de défense. On a bien compris, grâce à vous là, enfin si on ne le savait pas déjà, mais qu'il est hyper contagieux, de 1 à 10 par rapport au début. Mais est-ce qu'il est moins dangereux? C'est un peu ce qu'on nous dit, et par exemple en Afrique du Sud, à ce stade, avec quelques semaines de recul, il y a encore moins de mortalité, moins d'hospitalisation. Donc on se dit, bon, il va peut-être nous contaminer, mais il est moins dangereux. Oui, en tant que tel ou pas? Oui, il est probablement, mais on le saura dans 1 mois ou dans 2 mois. Mais il est très difficile d'abord de comparer les populations d'Afrique du Sud et les populations européennes. Ouais. Ils n'ont pas les mêmes gènes. On s'est perçu par exemple qu'il y a des gènes africains et qui sont des populations africaines qui ont des capacités de défense naturelles plus fortes que les Européens. Et au fond, vous savez qu'on a découvert que il y a un chromosome, le chromosome 3, qui est porteur de gènes qui viennent de Néandertal, que les Européens ont 4% de Néandertal dans leur sang. Et nous sommes plus vulnérables que les Asiatiques et surtout que les Africains. Au fond, les Africains sont protégés parce qu'ils sont moins néandertaliens que les Européens. On pense que... Pas tout savoir, peut-être. Mais il est moins dangereux parce que, en tant que tel, ou parce qu'on a quand même une immunité du vaccin, ou parce qu'on a été si on est vacciné, si on a ces 2 doses, on est pas mal protégé, disons 30-40%. Si on est la 3e dose, on est quand même protégé 70 ou 80%. Voilà. On est vraiment très, très protégé. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcément... les non-vaccinés se retrouvent en situation d'être agressés par un virus. Le problème, c'est que plus un virus mute, plus il perd sa capacité, il perd en même temps, probablement, une capacité de nuisance. Et c'est ça qui est un peu... Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, il change sa conformité. Et donc, son objectif, c'est d'atteindre le maximum de gens. Mais en même temps, il perd peut-être une capacité d'accrochage et de diffusion à l'intérieur du corps. Il gagne en diffusion dans le corps. En diffusion, mais peut-être qu'il est peut-être moins... Enfin, c'est des métaphores un petit peu. Il est peut-être moins accroché aux cellules humaines pulmonaires que l'autre. Mais c'est des hypothèses, parce que... Ça voudrait dire qu'en tant que tel, il est moins dangereux. C'est pas seulement notre barrière immunitaire qui a été renforcée qui permet de... Mais il tue aussi. Et en particulier, il tue les gens qui sont ou âgés, ou porteurs d'un surpoids, ou qui ont un diabète, etc. Donc... Moi, j'entends, professeur Sicard, encore des gens, par exemple Philippe de Villiers, hier, qui disait sur Europe 1, le vaccin ne marche pas. La preuve... Les pays où il y a un taux de vaccination très important, par exemple les Pays-Bas, c'est à peu près le même taux que chez nous, eh bien referment. C'est la preuve par 9. Non, c'est-à-dire que le vaccin protège de la mort, il ne protège pas de l'infection. C'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. Le virus circule de façon invisible, les gens ne sont pas malades. Il va continuer à infecter les gens, mais les gens vaccinés, surtout avec la 3e, sont vraiment protégés à 95%. Mais alors pourquoi il faut refermer ? On pourrait vous poser la question. Enfin, on pourrait se poser la question, pardon. Pourquoi prendre des restrictions si on nous dit, de toute façon... Parce qu'il y a toujours un lot de non-vaccinés. Ouais, voilà. Et que le paradoxe, c'est que l'enfermement finit par protéger les non-vaccinés, parce que ça permet probablement, dans un certain temps, de diminuer. Encore que les frontières sont une illusion totale. La France ne peut pas... Ça ne sert à rien, fermer les frontières, le virus, il adore franchir les frontières, parce que c'est absurde, les frontières, pour un virus. Puisqu'on sait très bien qu'une personne va pouvoir contourner toujours. On n'arrivera jamais à enfermer. Donc, un pays qui s'isole complètement, la Chine va payer, à mon sens, un prix très lourd. Parce que vous en avez toujours voulu aux Chinois, parce que pour non, mais il va payer un prix très lourd, parce que eux
on fait un confinement absolument de l'ordre de l'absolu. Covid zéro, oui. Zéro. Mais le virus, il adore les défenses zéro parce qu'il va les contourner. Et que comme le vaccin chinois, à mon avis, est moins important que le vaccin européen, les vaccins américains, je crois que quand il va arriver en Chine, ça va être, à mon avis, au moment des Jeux Olympiques, moi je suis très très pessimiste sur la Chine. Des Jeux Olympiques chinois. Chinois, ah oui. Et parce qu'à ce moment-là, ils vont se retrouver, à mon avis, dans la situation où ils vont avoir de la peine à maîtriser. Parce que c'est une vision tellement totalitaire, c'est-à-dire que ils vont effectivement prendre des mesures d'internement, mais le virus, il contourne toutes ces mesures, je crois. Alors la troisième dose. La troisième dose, elle est indispensable. Indispensable. Parce que si on prend un peu les chiffres, quand on vaccine, disons 1, la dose 1, c'était 1. La deuxième dose, on passe à 3. La troisième dose, on passe à 10. De quoi 10 de quoi 10 de défense. D'accord. De capacité de défense. Oui, alors ça veut dire que la troisième dose vous protège quasiment 2 ou 3 fois mieux que la deuxième dose. Donc l'important, c'est la course de vitesse pour que le maximum de gens aient la troisième dose, et puis que les enfants aient leur première et voire bientôt deuxième dose. Parce que les enfants sont actuellement probablement la source de contamination numéro 1, parce que leur habitude de vie font que les enfants, ils sont... Alors les enfants, pardon, très peu font des formes graves. Donc, il y a très des parents, peu, mais très peu, ça va être ouvert là. Mais très peu, c'est dérisoire. Donc pourquoi le faire? Mais parce que c'est le foyer de contamination. Si vous voulez. Pour protéger les non-vaccinés. C'est ça que les parents se disent. On va obliger nos enfants à se faire vacciner pour protéger ceux qui ne veulent pas, ceux qui sont irresponsables. Il faut abandonner des thèses philosophiques. Il faut se dire, il faut être concret, pragmatique. Les enfants ne souffrent pas, ont très peu de risques d'avoir une infection. Il y en a quand même quelques-uns. Mais ce qu'il faut, c'est que les enfants, par leur façon de vivre, eux, les capacités de protection par le masque, ça leur est un petit peu difficile, même s'ils sont très, à mon avis, très, très prudents. Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut, c'est que le système immunitaire des enfants soit capable, en 2-3 jours, de débarrasser le virus, par conséquent, d'être plus contaminant. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut pas penser en termes éthiques, de liberté. C'est l'ancien président du comité il faut se dire, il faut être... au fond, pragmatique, il faut être très simple. Il faut dire que ce virus, il a un côté diabolique parce qu'il est silencieux, invisible, et il se répand. Et il va tuer, pas beaucoup de monde, mais il va en tuer suffisamment pour que ceux qui n'auront pas été protégés vont payer un prix très lourd. Vous disiez tout à l'heure, les non-vaccinés sont en danger de mort. Absolument. Tiens, puisqu'on parle d'éthique, une question intéressante que des médecins se posent. Ils ont d'ailleurs publié une tribune aujourd'hui dans Le Monde. Est-ce qu'il faut admettre, prioriser des personnes non vaccinées en réanimation sur des personnes qui sont vaccinées, qui ont besoin... Prenons l'exemple d'une personne qui a besoin, je ne sais pas moi, d'un soin cardiaque d'urgence en réanimation. Il n'y a pas de lit. Ils sont tous occupés par des non vaccinés. Les médecins se disent, mais comment on fait? Est-ce qu'il y a des choix à faire et sur quels critères? En fait, c'est absolument impossible parce que quand vous avez un infarctus menaçant et quelqu'un qui asphyxie, vous ne pouvez pas faire le choix. C'est-à-dire que seulement, c'est que la médecine peut supplier à genoux que les non-vaccinés gardent à un moment donné leur égoïsme derrière eux. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte que leur indifférence et leur refus a des conséquences pour les autres dramatiques. C'est-à-dire qu'ils se considèrent comme, au fond, dépositaires de toute leur liberté, de leur autonomie, on fait de mal à personne. En fait, ils deviennent des menaces pour l'ensemble de la population. En empêchant effectivement les gens qui ont des cancers d'être soignés, parce qu'eux-mêmes, ils ne refuseront pas d'être soignés. Quand ils seront en train d'asphyxier, ils vont être appelés à l'aide. On en a entendu d'ailleurs, un repenti sur LCI, c'était très impressionnant. Donc je crois que, si vous voulez, ce qu'il faut arrêter, c'est ces discours un petit peu creux, un petit peu vains, et qui sont soutenus d'ailleurs quelquefois par quelques soignants irresponsables, à mon avis, ou quelques personnes, femmes, hommes politiques, qui tirent de ce refus une sorte de pseudo-légitimité. Je crois que ce qu'il faut être, c'est être des bons petits soldats. Oui, mais vous dites justement, il faut être pragmatique parfois.
Donc je vous repose la question, le serment d'Hippocrate, oui, c'est pas de discrimination. On peut faire des tas de serments, mais concrètement, comment vous faites quand vous avez quelqu'un qui a besoin d'un soin critique en réanimation, qui a été vacciné et qui ne pourra pas être soigné parce que des lits sont occupés par des non-vaccinés? C'est atroce. Malheureusement, ça va passer comme ça. Je ne vois pas comment on pourra dire à quelqu'un qui est en train d'asphyxier, qui n'a pas été vacciné, ah non, on ne vous prend pas. Parce que vous avez... C'est pas possible. On peut faire tous les discours vertueux, mais pratiquement, c'est ça où j'en veux un peu aux non-vaccinés pour des raisons traditionnelles. C'est-à-dire, la nature est bonne, notre système immunitaire est beaucoup plus fort que le vaccin. Ils ne se rendent pas compte qu'ils finissent par détruire leur propre société. Alors, il y a d'autres cas moins graves peut-être, mais vous devez en voir, vous, des gens qui, par exemple, refusent de mettre le masque ou le mettent mal. Moi, je prends très souvent le métro. Moi, je suis métro, autobus et Vélib. Les trois. Bon, le Vélib, ça, je la paie parce que avec sans masque. Dans le métro, je passe mon temps à dire aux gens, non pas qu'ils portent des masques, mais qu'ils le mettent sous. Oui. Alors, comment ils réagissent d'ailleurs? 80% les gens, sans dire un mot, certains me traitent de connard. Ça arrive. mais ça arrive parce que ça les agace, si vous voulez, que je donne un donneur de leçons. Bah dites donc, c'est violent quand même. Ah oui, mais ça arrive. Et on sent très bien, il y a toute une frange de population qui se considère comme dépositaire de leur liberté. Ils considèrent que tout conseil dans ce domaine est une agression à leur égard. Et pourtant, je dis, monsieur... Madame, mettez un masque, parce que si vous mettez sous le nez, ça ne sert à rien. Mettez plutôt rien du tout, alors. Parce que, en fait, c'est ça, parce que s'ils se font interpeller par la police, tout de suite, ils le remettraient. Mais c'est idiot, parce que le virus, il est dans le nez, il n'est pas dans la bouche, forcément, il est dans le nez. Donc, il suffirait qu'ils éternuent pour que, immédiatement, tout le wagon soit contaminé. Pas de relâchement, j'imagine. Votre message ce matin, surtout pas de relâchement sur les gestes barrières. Mais non seulement pas, mais c'est actuellement... C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le vaccin est une protection contre la mort, contre les formes graves. Le vaccin n'est pas une protection contre la contamination. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on peut retirer le masque et vivre sa vie. Le pass vaccinal, il y a un débat aussi un peu éthique. Olivier Véran, d'ailleurs, a dit que c'était une vaccination obligatoire. Bon, est-ce qu'il faut arrêter d'abord de tergiverser? Est-ce qu'il faut, pour vous, une vaccination obligatoire? Moi, je crois. Mais, ça me paraît... Personne ne le fait. Il y a des pays qui ont dit qu'ils allaient le faire, mais pour l'instant, personne ne le fait. Je pense qu'en tout cas, le pass actuellement sanitaire est un pass vaccinal, de fin de compte. Ce qu'il faut, les gens ne vont pas tous les jours se faire gratter le nez. Donc moi je crois que on vit en société. Nous sommes interdépendants. Nous ne pouvons pas avoir notre petit moi tout seul qui se promène librement. Nous sommes liés aux autres par un respect des autres. Au fond, il faut penser à l'autre avant de penser à soi-même. Ça me paraît de l'ordre de l'évidence. C'est un message depuis toujours. Et l'idée que l'on puisse échapper au vaccin sous le prétexte d'une espèce de peur me paraît actuellement politiquement insupportable. Et moi, je suis favorable à l'instauration du pass vaccinal. Et de la vaccination même obligatoire. Et la vaccination obligatoire, à moins de... Il y a effectivement des contre-indications très rares, mais ça peut exister. Mais il faut que les médecins soient suffisamment armés pour pouvoir... trouver que cette contre-indication n'en est pas une. Mais est-ce que vous trouvez que le gouvernement devrait maintenant accélérer encore? Là, on aura le pass vaccinal fin janvier. Bon, il faut consulter le Parlement, il y a des procédures de concertation. S'il ne le fait pas, on lui reprochera de passer d'être une dictature. S'il le fait, il est obligé de passer par une procédure un petit peu longue. Je crois que il faut naviguer. Ma question, c'est est-ce que le gouvernement fait assez pour nous protéger? Le gouvernement, il essaye en même temps de nous protéger et en même temps de ne pas mettre le feu à la société, c'est-à-dire que tout arrêter et que la sensibilité à Noël des gens de se retrouver me paraît quelque chose de très important. Et bon, pendant une année, c'était... Moi-même, je serais en situation de décider. Je serais très, très embarrassé parce que j'essaie de trouver le chemin. Bon, actuellement... Je pense que l'urgence, c'est la 3e dose. L'urgence et la vaccination... Et là, on a d'ailleurs des taux de doses de rappel... Comment c'est important, 1 million par jour. Mais, et de convaincre les non-vaccinés qu'ils ont actuellement des dangers publics pour eux-mêmes
et pour les autres. Et ça, je crois qu'il faut arrêter cette espèce de discours libertaire, creux, mon refus, mon autonomie, ma liberté. Il y a quelque chose là qui est, à mon avis, complètement ce que j'appelle des auxiliaires du virus, quoi. Le virus, il les supplie d'exister. Encore 2 questions. Alors, une qui va se poser au gouvernement, peut-être. La présidentielle, c'est en avril 2002. On sera peut-être à la 7e vague, 2022. Non 2022, hein, je dis. Pardon. 2022, avril prochain, 10 et 24 avril. Est-ce qu'à votre avis, c'est raisonnable? Je n'en sais rien. J'ai l'impression que on va avoir un mois de janvier difficile. Mais comme toujours, hop, ça redescend et ça redescend très très vite. Si les gens ont une majorité de 3e dose et que les non-vaccinés finissent par céder en disant ben oui, peut-être que maintenant on va y aller, pas de raison qu'au mois d'avril on puisse faire des anticipations dramatiques. Et à quand la fin, professeur Sicard? Vous connaissez très bien les virus d'ailleurs, vous en parlez comme si vous étiez dans le cerveau des virus. À quand la fin? Ce qu'on pensait être provisoire, professeur, semble durable maintenant et les gens n'en peuvent plus. Bien, il faut se dire que d'abord, moi j'ai fait récemment un article sur comment les pandémies ont changé les civilisations. Oui. C'est-à-dire comment l'histoire des virus et des bacilles, parce que la peste, ça a duré des siècles. Et pour les bactéries, pour la peste. Les virus, très rarement ont dépassé 2 ou 3 ans. Mais la variole, par exemple, elle disparaissait, puis hop, elle revenait, elle donnait une épidémie pendant des millénaires. Et la variole a détruit l'Amérique du Sud. Elle a détruit 95% de la population de l'Amérique du Sud. Donc, les virus ont cette capacité de disparaître, hop, et puis il y a un petit foyer qui revient, et ça repart. Alors que les foyers... Et donc on est incapable de dire aujourd'hui, ce serait présomptueux de dire aujourd'hui que la fin est proche. Non, parce que un certain nombre de pays vont refuser pour des raisons culturelles ou non-accès. Donc aucun pays ne pourra rester isolé. Donc ça va disparaître. Et le problème, ce sera peut-être d'avoir, comme la grippe, une vaccination annuelle. À condition que les vaccins résistent à toutes les mutations, puisque là, on est quand même... Oui, mais c'est là où, quand même, on est dans une période nouvelle, très intéressante. C'est comment, probablement en mars, on aura un vaccin qui va être adapté au Micron, qui va sortir. Prochain. Oui, mars 2022. Jusqu'au prochain oui, mais alors, temps. Oui, effectivement. Mais les capacités de mutation, à un moment donné, elles s'épuisent. Et elles s'épuisent parce que même si le virus peut muter, ses capacités de garder un appareil agressif et en même temps de muter, s'épuisent en même temps. Donc, il faut de la patience. Donc c'est comme la grippe. Bon, on finit par s'habituer quand on attrape la grippe, et puis c'est pas très grave. Bon, d'accord, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, je crois que l'urgence, si vous voulez, c'est vraiment 3 messages. 1, les gens qui sont contaminés sont invisibles, ils n'ont pas le moindre symptôme. 2, la 3e vaccination, la 3e dose, elle est fondamentale. 3, les non-vaccinés vont payer un lourd tribut à la maladie. Et vous avez dit tout à l'heure, encore une fois, en danger de mort. Ils le sont. Oui. Merci, professeur Sicard. Je vous souhaite de bonnes fêtes. En famille, on a bien compris, se protéger absolument, faire attention. Et pour Noël, si vous voulez, par exemple, j'imagine très simplement, on se rassemble, on est ensemble, on va pas abandonner la fête, mais on met le masque. Et puis, au moment où on va manger la bûche de Noël, on le retire, mais on le remet après. C'est-à-dire qu'on essaie de se dire, de concilier la vie sociale, la vie affective et la protection. Mettre le masque, ne l'enlever que pour manger. Merci beaucoup, professeur Sicard, d'avoir été avec nous ce matin.